Chers adhérents, chers intervenants, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des grandes conférences de BAT de la Bridgetown, qui s'articule autour de la thématique du business de la digitalisation. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement nos invités d'honneur, M. Driss Benuna, directeur général adjoint en charge des services technologiques, organisation et qualité de CIH Bank, ainsi que Mark Daly, analyste de l'industrie digitale à Bloomberg, de nous honorer de leur présence aujourd'hui. Je souhaiterais également remercier vivement M. Khalid Ziani, directeur de développement et des programmes de M2M Group, de nous gratifier de sa présence. Et enfin, je tiens à remercier cette figure populaire auprès de la jeunesse que l'on ne présente plus, M. Adnan Adiwi, cofondateur de Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship et de la plateforme Wulu, et membre de la commission de nouveaux modèles de développement. Depuis quelques années, le marché des moyens de paiement est entré en effervescence. En effet, après une longue période de stabilité, une véritable foisonnement d'innovation et de projets s'est opéré grâce au lancement de nombreux services, qu'ils soient destinés aux particuliers ou aux entreprises. Pour répondre à ces défis, le monde de paiement a dû et doit continuer à s'adapter afin d'accompagner au mieux les tendances de consommation actuelles, d'innovation et de renforcement de la concurrence. Par ailleurs, la porosité croissante entre le physique et le digital impose de nouveaux parcours de paiement. Les banques répondent donc par de nombreuses initiatives afin de réussir cette mutation et s'adapter au mieux afin de demeurer au centre de ce métier et éviter toute désintermédiation destructrice de valeur. Comment identifier les conditions pour réussir une innovation dans les paiements dans une logique de création de valeur ajoutée et de différenciation? Quelle innovation et quel accompagnement pour le paiement digital des entreprises et les différents outils de monétisation? Si ces initiatives créent une véritable richesse et une émulation sur le marché, comment utiliser ces nouveaux moyens de paiement comme levier de dynamisation entrepreneuriale? Autant de questions pour notre panel intervenant expert afin de répondre au mieux à vos interrogations les plus récurrentes, tout en propose des solutions à la fois constructives et novatrices. Nous réitérons nos remerciements à notre panel d'intervenants pour leur temps, leur implication, la qualité de leur intervention et leur participation en amont. Avant de passer la parole à M. Landry Benoit, journaliste à Atlantic Radio et modérateur de cette conférence, je tenais à remercier notre partenaire principal pour ce webinaire, CIH Bank, ainsi que nos sponsors annuels OCP Group. Merci beaucoup Stéphane Orr. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. On a donc un nouveau président à la Bridgetown, vous l'avez remarqué en la personne de Stéphane Orr, et on aura bientôt un nouvel ambassadeur pour la Grande-Bretagne en la personne de Simon Martin qui nous rejoindra très bientôt le 15 août prochain. On a donc choisi pour ce 16 juillet 2020 de parler de finances. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque crise, il y a des innovations, notamment des innovations dans le monde de la finance. On parle aujourd'hui business de la digitalisation. C'est vrai que la crise de 2008 a impacté largement les banques. On s'est réinventé. On a notamment mis en avant les fintechs et cette crise du Covid-19 eh bien, accélère désormais l'implémentation de services digitaux dans le domaine de la monétique, dans le domaine bancaire, au service des citoyens, au service des particuliers. On a vu pas mal d'innovations voir le jour, notamment ici sur le continent africain, à travers des distributions d'aide, à travers
le mobile money. C'était le cas au Kenya, notamment en matière de distribution d'aide pour le secteur informel. Ici au Maroc, on a fait la moitié du chemin. Peut-être qu'on accélérera grâce à cette moitié du chemin fait à travers la distribution d'aide bancaire par SMS, puis ensuite par distribution du cash dans les prochains mois, dans les prochaines années. On parle déjà d'un registre social unifié qui pourrait très vite s'accélérer. En tout cas, on va parler ce soir avec nos intervenants de renom, de marque, et bien de toutes ces innovations et des opportunités d'avenir dans le business de la digitalisation. Alors pour commencer, on va donner tout de suite la parole à un expert en la matière. Il s'agit de Marc Dely, qui est une spécialiste de l'industrie du digital au sein de Bloomberg. Bonsoir Marc Dely. Première question, est-ce que cette période de Covid-19, elle a vraiment été propice à des innovations en matière de business digital? Mark, sorry, but I can't hear. You have a problem with your computer. Dries Benouna, Khalid Ziani, est-ce que vous entendez Marc, Oui. Marc Dely ou pas? Non. Non, on n'entend rien. D'accord. Alors, Inch'Allah, on va retrouver Marc Dely peut-être dans quelques instants avec le son, on l'espère. Marc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est les aléas du direct, comme on dit. On va donner, sans plus tarder, la parole à Dries Benouna pour peut-être planter le décor ici au Maroc, justement, des innovations digitales dans le domaine de la monétique, dans le domaine bancaire. C'est vrai que votre banque, Dries Benouna, vous qui êtes directeur général adjoint chargé des services technologiques, de l'organisation et de la qualité au sein de CIH Bank. Votre banque a été pionnière en la matière. D'ailleurs, c'est une référence aujourd'hui sur la place. Peut-être une des premières questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui dans le secteur, est-ce que votre banque, qui a été pionnière en la matière, a réalisé un bilan et quel bilan faites-vous justement à l'heure actuelle de cette transformation digitale? Merci, merci. Donc, ce que je voulais dire, c'est que avant de parler bilan, c'est peut-être de parler de la transformation digitale en elle-même. Effectivement, on a été précurseur sur cette partie-là dans le secteur bancaire marocain. On a commencé il y a une dizaine d'années à peu près sur ce sujet-là, depuis, on va dire, fin des années 2010. Et quand on a commencé à réfléchir à la transformation digitale, il fallait qu'on mette le client au cœur, c'est-à-dire se transformer digitalement. Si on ne ramène pas du client, si on ne fait pas de l'acquisition de clients, ce n'est pas dire que se transformer pour se transformer n'est pas une fin en soi. Il faut se transformer pour le client. Et donc, le choix qu'on a fait à cette époque-là, et on s'était posé la question en disant que le secteur bancaire marocain étant ce qu'il est, le taux de bancarisation étant ce qu'il est, et que les nouveaux arrivants sur le marché, c'était les jeunes. Et donc, ces jeunes-là sont appétents au digital, sont appétents aux nouvelles technologies. Donc, il fallait qu'on soit un peu cette banque des jeunes. Et les jeunes d'aujourd'hui, vous savez très bien que c'est des jeunes qui aiment tester, voir, toucher, tant que c'est gratuit. Et l'effet payant est quelque chose qui les pousse un peu, on va dire, qui les bloque un peu. D'où l'idée qu'on a eue du fameux Code 30, qui était un peu la banque gratuite des jeunes, et qui s'est accompagné. C'est-à-dire, quand on est sorti, il y avait déjà un travail de longue haleine, de 4-5 années, qui a permis de transformer le système d'information, de transformer la mentalité de nos agents en interne, de faire tout un travail chez nous en interne avant de communiquer vers la clientèle. Et l'idée, c'était de dire que ces jeunes, aujourd'hui, une fois qu'on a fait les investissements, une fois qu'on a fait la stratégie, donc ces jeunes-là, à la limite, le coût d'acquisition devait être marginal. C'est-à-dire le coût d'acquisition d'un jeune, c'est le coût de fabrication de la carte, qui est de quelques dizaines de dirhams. Donc, donc quand on offre un compte gratuit à un jeune, un compte, c'est un compte, une carte et une app mobile. Et du coup, le coût d'acquisition, c'est le coût de la carte.
Et si à ce moment-là, le jeune touche la banque, commence à toucher le métier bancaire, à faire des opérations, ça permet déjà d'avoir un peu de business derrière. Et voilà, ça a été un peu ça notre stratégie. Oui. Une fois qu'on a fait ça, on a été surpris par la façon dont ces jeunes consomment la banque. Donc, en termes d'exigence, en termes d'instantanéité. Donc, c'est pas comme nous, on a consommé la banque, ils consomment la banque de manière beaucoup plus exigeante. Donc, on a même vu des jeunes qui venaient en agence pour verser des petites sommes, des dizaines de dirhams, des vingtaines de dirhams. Donc, c'est plus la banque où on vient déposer la grosse somme et tout ça. Donc, on a même vu des jeunes qui venaient déposer des petits montants pour tout de suite après faire un paiement sur Internet chez Amazon, chez Alibaba, chez des choses de ce type-là. Donc, ça nous a même mis en interne. Donc, la façon dont ces jeunes, c'est-à-dire, se comportent avec la banque nous a poussé à réfléchir, à faire plein d'innovations pour ces jeunes-là. Et en termes de bilan, on s'est aperçu aussi que on a quasiment quadruplé le nombre de clients en quelques années. Ce sont des Oui. clients qui consomment beaucoup plus de la banque à distance que de la banque en présentiel. C'est des clients qui sont capables de consommer la banque 24/24, 7/7. On reçoit des sollicitations clients à toute heure de la nuit, à toute heure de la journée. Et voilà, donc ça a été un bilan assez positif. Je peux Aujourd'hui, pour donner illustrer quelques. le portefeuille client, c'est combien de clients jeunes au sein de CIH, à peu près, en fourchette? On doit être à peu près à 80%. Donc les derniers chiffres que 80%. j'ai. On a bouclé notre millionième client il y a quelques mois. Oui. C'est chose qui était impensable il y a quelques années. Et ça nous a, effectivement, cette croissance relativement rapide nous a mis un peu de pression sur la qualité de service, sur le fait de pouvoir servir, d'être disponible, de ne pas avoir de panne et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour nous, mais qui nous a permis de nous améliorer de manière constante. Comme j'ai dit, on a 1 million de clients, 80% de jeunes, avec beaucoup de, on est à quelques 100 000 opérations à distance par jour. On est à peu près à un, 1 million de connexions par mois sur l'appli mobile, sur le web. Ce sont des chiffres relativement importants. Et aussi, on s'aperçoit que les jeunes sont très portés sur le net. Donc aujourd'hui, ils payent leurs factures à distance, ils consomment de l'Internet, des paiements sur les sites Internet par la carte. On est aujourd'hui, on a quasiment dépassé les grandes banques marocaines sur le paiement Internet à l'international. Donc, Alors ça, c'est pour donc, le bilan. Aujourd'hui, cette crise Covid, Driss Benouna, est-ce qu'elle peut être un moteur supplémentaire pour vous eh bien, d'accélération digitale de vos services, d'innovation? oui, effectivement, je veux dire ça à double effet, hein. Le premier effet, c'est qu'on s'est aperçu que on a un process d'entrée en relation à distance. On s'est aperçu qu'on est passé d'une centaine d'entrées en relation à distance par jour. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 400. Donc, pendant la crise, et ça s'est maintenu après la crise, donc les gens ne viennent plus en agence pour ouvrir leur compte, ils le font à distance. Deuxième chose, on s'est aperçu, c'est que pendant cette phase-là, le nombre d'opérations en ligne n'a pas baissé, au contraire, il a augmenté. On a observé 30% d'augmentation des opérations qui se sont faites à distance. Et la deuxième, on va dire, le deuxième chose qu'on s'est Idée? aperçu, c'est même en interne, je veux dire le deuxième axe, c'est même en interne, nos collaborateurs avec le télétravail, chose qui était impensable il y a quelques années, est devenue une situation de fait, hein. Même avec le déconfinement progressif, aujourd'hui, on tient très peu de réunions présentielles, la productivité est améliorée, c'est vraiment quelque chose que, c'est-à-dire chaque chose malheur est bon, si on peut dire ça. Donc, Donc, propice à des réflexions, peut-être pour des nouveaux services dans les prochains mois? exactement, exactement, exactement. Sur le paiement par carte, par exemple, on était sur le contactless. Ça a explosé pendant ce Covid. On a quasiment toutes nos cartes aujourd'hui sont contactless. Et on est en train de travailler, je vais peut-être l'annoncer en avant-première, sur ce qu'on appelle la tokenisation des cartes ou la digitalisation des cartes. C'est que bientôt nos cartes CIH pourront être stockées sur le téléphone et pouvoir payer juste en posant son téléphone sur le terminal de paiement mobile. Donc là, c'est Magnifique. quelque chose qui arrivera à la rentrée, mais c'est toujours dans cette logique
d'éviter le contact et de pouvoir voilà, Alors, côté aller. entreprise, comment vous avez accompagné les entreprises durant cette crise, Driss Benouna? Donc, il y a, on va dire, il y a deux types d'accompagnement. Le premier accompagnement, ça a été de les accompagner pour qu'elles puissent passer cette étape de la crise. Donc, il y a toute la partie aide de l'État qui est arrivée, notamment en termes de financement des entreprises, tout ce qu'on appelait avance oxygène et aujourd'hui euh, la relance. Par contre, sur la partie, on va dire, digitale, ça a été un peu plus laborieux pour la partie entreprise. On a une solution d'entreprise digitale pour les entreprises, mais très peu utilisée pendant cette période de Covid. Très bien. Vous, personnellement, quelles innovations bancaires vous ont peut-être marqué ces dernières semaines, ces derniers mois, dans le monde? Ben, il y a tous ces outils de vidéoconférence, de webinaire. Donc, on est en train de voir, quand on voit que Zoom a dépassé en termes de capitalisation boursière toutes les compagnies aériennes aux États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinaire qui était impensable il y a quelques années. Il y a le paiement mobile qui arrive au Maroc, c'est quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il y a certains pays africains qui nous devancent, mais au Maroc aussi, il y a des choses qui arrivent. Et je pense que le Covid aussi a permis, je ne sais pas si dans la nouvelle loi de finances, vous avez vu que tous les paiements mobiles vont être déduits de l'IS, c'est quelque chose d'important. Ça va encourager les commerçants à accepter le paiement mobile. Donc, il y a tout un travail qui se fait. Il y a aussi l'aide de l'État. Il y a l'aide de l'État qui a été servie en majorité sur les guichets automatiques bancaires. Il y a quelques années, ce sont des personnes qui, dès qu'ils voyaient un guichet automatique bancaire, c'était trop compliqué pour eux. Et aujourd'hui, le guichet automatique, c'est quelque chose de simple. Je pense que ça va ramener du monde vers le secteur bancaire, sincèrement. Donc, vous restez optimiste. Comment voyez-vous, vous, le marché marocain, le marché bancaire, bien entendu, dans les prochaines années? Comme vous y avez dit tout à l'heure, on a été un peu la banque qui a tiré la locomotive, donc les précurseurs. Aujourd'hui, nos confrères nous ont rejoints, ils rivalisent avec nous en termes d'innovation. Donc, c'est à nous de garder un peu cette longueur d'avance qu'on a. Je pense que le marché bancaire marocain a franchi un cap important. Et il y a, peut-être que j'ai oublié de citer, mais il y a aussi le Banque Maghreb qui autorise un peu maintenant l'utilisation de la biométrie, l'autorisation de la technologie sur le processus d'entrée en relation. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, moi, je pense qu'on aura un avant Covid dans le monde bancaire et un après Covid en termes d'utilisation des canaux bancaires. Merci beaucoup, Idriss Benouna. Restez avec nous, bien sûr, et n'hésitez pas à réagir pendant que nos prochains intervenants vont faire leurs interventions. Donc, on a retrouvé Marc Dely. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Alors, pour dresser le tableau mondial, vous, cette période de crise Covid-19, elle a vraiment été propice à des innovations dans le business digital? So what we've seen is that in March, when COVID hit, there was a big impact in terms of digitalization across lots of different businesses that we covered. And it was essentially that people put their projects on hold and they stopped investing in new technologies. But since March, we've actually seen a massive uptick. So we track VCPE spending in digital technology, and May and June were the biggest months that we've had on record since January of 2018. So in the medium to long term, we expect that as people move to more remote operations and less people on site, that there's actually going to be a lot of investment in digital technology. Marc Dely, je rappelle que vous êtes donc analyste de l'industrie digitale chez Bloomberg. J'ai posé pratiquement la même question que j'ai posée à Driss Benouna. Quel modèle dans le business digital vous ont particulièrement marqué? So what we find the most interesting is that companies that view digitalization not as an opportunity for internal efficiency, so that's the kind of most obvious use case you see in industry. So things like power plants and oil refineries, you can like optimize the materials that you're using. But the most forward-thinking companies and the most interesting business models we've seen are where people use digital to drive new revenue streams. So there's two main ways that we see companies doing this. You have Japanese utilities, for example, which have developed whole digital services like customer service portals. Their power market was recently liberalized, so you can now compete with different in the retail market. So utilities compete for customers. So they've started to
create these digital customer platforms to engage customers more. And they've also started to sell digital services like mobile phone contracts and broadband to get more share in the power market. The second type of company we see doing this is where they've developed an internal digital solution for efficiency and then realized that they've developed this really great product that they can start selling to their competitors or downstream to their customers. So an example of this would be BP, the oil and gas major, where they developed a geoscience platform for their own exploration methods and realized that they have this great expertise and they're not going to search for every single oil field in the world. So they started to sell this to their peers. BP has actually stated that it wants to spin off 5 unicorns by 2025 in this way. So they're the 2 most interesting digital business models we see from industrial companies. Alors, j'ai envie de crier un ouf de soulagement presque, parce que c'est vrai que cette crise du Covid-19, elle a permis de mieux faire comprendre l'intérêt, la force, la puissance du digital aux États et aux entreprises. Comment, Marc, selon vous, les États peuvent rapidement mettre en place des écosystèmes digitaux pertinents? Quelle recette gagnante? So what we see is that there's 3 main groups in a country that are responsible for digitalization. So there's governments, there's academia, research and innovation, which we also kind of include venture capital there. And then there's just also the private sector. So some countries kind of use, and these tend to be smaller countries like Israel and South Korea, very strong on government and innovation and academia, whereas other larger countries like the US has practically no government policy around digitalization, but it's home to so many successful startups and technology companies like Amazon or industrial companies like GE, which have invested really, really heavily in this stuff. The states that we've seen that have rapidly digitalized their industry, though, have picked the kind of national champions that they have. So some examples would be Norway, which has kind of encouraged Equinor, the state-owned oil company, to digitalize very quickly, and they've been very active. And China is another example where basically every large industrial Chinese state-owned corporation has an aggressive digitalization plan. And they're all doing this thing where they're trying to spin off these digital technologies they developed internally and then selling them as separate products. So examples would be Sinopec, the state-owned oil company, Foxconn, that's not exactly state-owned, but they're spinning off their own IoT platform, and State Grid, the biggest utility in China, have developed a ton of different technologies to kind of capitalize on digitalization. Marc Dely, comment identifier les conditions pour réussir une innovation dans les paiements, dans une logique de création de valeur ajoutée et de différenciation selon vous? So there's actually this pretty interesting conversation going on with the whole kind of industrial digitalization, so the application of sensors to industrial equipment. A lot of the big equipment manufacturers have tried to create new payment structures out of this. And the argument here is that by collecting data on how machines are being used, they can charge equipment users for how much they're using them rather than having to invest $500,000 in an electric motor, because people don't want to pay for this big thing up front. There's a lot of risk in investing capital like that. So what some companies are doing is kind of giving equipment for free now and using the kind of digital monitoring capability and things like predictive analytics to kind of predict performance and guarantee performance. And essentially they're able to extract more value from their customers by getting these really lucrative long-term equipment contracts. Merci Marc Dely. Alors je vais résumer en quelques mots votre intervention pour ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que vous êtes analyste de l'industrie digitale chez Bloomberg. Alors vous nous avez dit notamment que cette crise du Covid-19 elle a accéléré les efforts de numérisation dans l'ensemble de l'industrie. Vous avez fait allusion à un moment à l'Union européenne qui a assoupli récemment la réglementation des drones. Ça permettra peut-être des innovations très prochainement. Ça a déjà été le cas d'ailleurs. Certains pays, entreprises choisissent également de développer des modules complémentaires pour les produits physiques et vendre des logiciels aux côtés de produits existants. Et puis certains développent une technologie numérique pour résoudre des problèmes internes et se rendre compte qu'ils peuvent la vendre à leurs pairs.
Et puis, par rapport à la question sur les écosystèmes, vous pensez qu'il est important de choisir des champions nationaux pour développer la technologie? C'est vrai qu'ici, au Maroc, on en parle, on voit des champions nationaux qui commencent à montrer l'exemple. Il faut créer des modules pour les petites entreprises, c'est important. Et vous avez donné l'exemple de la Chine qui a fait cela dans toutes ses industries, notamment PetroChina, et puis beaucoup de fabricants d'équipements industriels. Alors, on va parler avec à présent Khalid Ziani, qui fait partie de M2M Group, qui est directeur de développement et des programmes de M2M Group. Khalid Ziani qui va nous rejoindre dans quelques instants. D'abord, je souhaite la bienvenue à Adnan Adioui. Bonsoir Adnan Adioui. Est-ce que vous m'entendez, Adnan Adioui? Alors, visiblement, on a un petit problème de son avec Adnan Adioui. Driss Benouna, vous m'entendez? Oui, alors par contre, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si peut-être le micro… Et maintenant, voilà. Ça va? Parfait. On vous entend, parfait. Adnan Adioui, je rappelle que vous êtes le cofondateur du Centre marocain pour l'innovation et pour l'entrepreneuriat social, et vous faites partie notamment de la commission sur le nouveau modèle de développement, et vous êtes notamment le fondateur de la plateforme Wolo dans le domaine de la finance participative. D'abord, une première question à chaud. Tout à l'heure, en introduction, je faisais allusion aux crises qui sont propices à des innovations. C'est vrai que 2008, on a vu le monde bancaire en partie s'effondrer, on s'est réinventé, on a créé les fintechs. Aujourd'hui, la crise Covid-19, elle n'ébranle pas les banques. Au contraire, ça leur permet peut-être davantage d'innovations qui vont se multiplier peut-être pour les citoyens à l'avenir. On a vu des innovations en Afrique en matière de distribution d'aide informelle. Quelle analyse vous faites, vous, de cette crise Covid-19 pour tout ce qui est business dans le digital? Déjà, je pense qu'il faut… déjà, merci pour l'invitation, André. C'est toujours un plaisir de nous revoir et discuter ensemble. Je pense déjà qu'il faut faire un disclaimer important, c'est que le fameux M-Pesa, c'est-à-dire le premier projet de paiement de mobile payment, a commencé en 2007, c'est-à-dire avant la crise financière. Et que quand on parle de disruption de technologie, de fintech, tous ces fameux hashtags, il faut faire une différence entre les environnements anglo-saxons et les environnements francophones. On ne peut pas comparer. Je vais donner un autre exemple qui est différent, c'est le fameux projet Zipline qui a commencé au Ghana et au Rwanda, qui permet de faire la livraison de blood bags, en fait, de sang et de plaquettes. Ce projet-là, c'est un projet c'est une technologie américaine, mais où les gouvernements locaux ont adhéré rapidement sans mettre le point de la sécurité au centre. Et ça, c'est parmi les problématiques que plusieurs pays font, surtout comme le Maroc, c'est de mettre d'abord et si ça marche pas. C'est pas là la question, c'est pas l'autre. Si ça marche. Ouais. Et donc, c'est important de pouvoir avoir des lunettes de risque, parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'innovation. Et s'il n'y a pas d'innovation, on ne peut pas voir de nouvelles émergences. Alors, est-ce que vous pensez justement que le Maroc, il est en train de prendre sa paire de lunettes là? Est-ce que vous pensez qu'on commence à être sur la bonne voie? Comment se positionne le Maroc? On a beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire pour diverses raisons. On ne peut pas parler d'innovation sans parler du système éducatif. Hier, on a eu les annonces du bac dans un pays comme d'autres où le Graal, c'est la note, où c'est l'apprentissage, non la compétence. Comment attendre l'innovation de l'apprentissage par cœur? Et donc, ça fait partie des problématiques systémiques. Donc, au niveau business, comment s'attendre à l'innovation? On est dans un système où il y a du copier-coller. Moi, j'appelle ça du coller-coller. Et donc, on est vraiment dans de la théorie de l'absurde. Donc, ces trois éléments-là sont importants à mettre dans l'équation parce que si on veut résoudre un problème, il faut d'abord le reconnaître et vraiment l'identifier directement. To fix a problem, we have to identify it. Si on l'identifie pas très bien, on ne va pas le faire. Et donc, je pense que quelqu'un a parlé de l'utilisation du digital au Maroc dans la gestion des fonds donnés aux populations. Ce qui est intéressant, c'est que la première déclaration qui a été sortie, moi j'étais super excité parce qu'ils ont parlé de paiement mobile.
Il faut savoir que le Maroc est parmi les derniers pays en Afrique où la législation sur le paiement mobile vient de sortir et les agréments viennent de sortir. Et donc, il y a eu un rétropédalage rapide entre la première annonce parce que il a été découvert, donc je laisse le il inconnu, que en fait, on n'a pas les infrastructures. Et donc là, il faut se poser des questions. Ouais, est-ce qu'on va utiliser les banques? Est-ce qu'on va aller à travers des tiers payants? Et ça montre que ce virage-là, bien sûr, c'est pas pour moi le Covid, c'est une opportunité du siècle. C'est soit ça va permettre à tous les pays, c'est pas juste le Maroc. Hein, en France, maintenant, il y a le premier opérateur mobile d'économie sociale, Télécop, un truc comme ça au Maroc. Dans les environnements actuels, c'est du haram, c'est du jamais vu. Et donc, quand on parle d'innovation et de disruption, c'est pas seulement de dire quel est le rôle du digital, mais quels sont les outils et les méthodes qu'il faut pour améliorer le well-being, c'est-à-dire le bien-être des gens, donner de la solution qui peut être pratique et surtout créer de la valeur inclusive. Ouais. Le digital aussi peut détruire les sociétés parce que on l'a vu dans l'éducation, ceux qui ont accès à Internet, ceux qui ont accès à l'infrastructure, ceux qui ont suivi les cours, ceux qui n'ont accès à rien, ben, finalement, on est dans une équation assez compliquée. Et donc, en résumé, est-ce que c'est une opportunité? Oui. Est-ce qu'on a beaucoup à apprendre? Oui. Est-ce qu'il faut changer les mindsets et les paradigmes, je dirais, complètement obsolètes? C'est une question de vie ou de mort pour pouvoir vraiment faire une vraie transformation sociétale. Parce que d'abord... De Driss Benouna qui nous écoute avec attention. J'ai vu que vous hochiez plusieurs fois de la tête. Vous êtes en accord avec ce que dit Anna Nadioui? C'est activé. Voilà. J'avais désactivé mon micro. Je partage totalement ce qu'il dit. Hein. Je partage totalement ce qu'il dit. On a été en retard sur le paiement mobile. Ça a été poussif pour créer. Aujourd'hui, il y a un groupement qui a été créé qui est le GP2M. Il y a un groupement où il y a dedans, il y a les banques et les établissements de paiement. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde est sur le starting block et les choses, on l'espère, vont se faire. Mais je pense effectivement qu'on a pris beaucoup de retard. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Adnan sur la partie risque. Les anglo-saxons sont beaucoup plus sur du test and learn et retester, réapprendre et retester, réapprendre et avancer de l'avant avec des cycles de victoire rapides ou peut-être des échecs, mais il n'y a pas honte à avoir échec. Et dans la mentalité un peu latine ou un peu de ce côté-là de l'Atlantique, on est plus sur attention à la peur de l'échec et aussi être prisonnier de la norme et de la méthode. Donc, il n'y a pas de honte à se tromper et aller jusqu'à la fin si j'ai respecté la démarche, plutôt que de se poser la question, quel est le résultat attendu? Est-ce que je vais y arriver? Hein? Donc, ça, c'est effectivement des choses qu'on a observées. Si je peux un peu citer le cas du CIH, c'est que quand on a commencé la transformation digitale, c'est qu'on a très vite compris ce qu'a dit Adnan et qu'on est parti, on n'a pas eu peur de se tromper. Il nous même arrivé de lancer des choses et de les retirer juste après, c'est pas grave. Et surtout aller sur des cycles courts de 2 ou 3 mois, plutôt sur des projets de 12 à 24 mois ou à la limite, au moment où on a commencé à faire le projet, au moment où on le livre, les choses sont déjà obsolètes parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a déjà sorties. Et peut-être que le client ne s'attendait pas. Alors, être très proche du marché, ça permet de tout de suite de voir si on s'est trompé, si on ne s'est pas trompé. Et il nous est même arrivé parfois de lancer des choses en teasing et d'être surpris par le phénomène que ça prenait et des choses qui, à la limite, étaient carrément un vrai flop et à la limite qu'on abandonne juste après. Voilà un peu ce que je dis. C'est là où je retourne un peu à net sur ces 2 points, sur la peur de l'échec et c'est un peu la gestion du risque. C'est vrai que les banques, on est dans un secteur qui est risqué, qui est fortement encadré, mais je pense que la Banque centrale a fait de grands progrès à ce niveau-là et nous permet aussi d'aller dans ce genre de trajectoire. Anna a dit oui. Comment sauter le pas? Est-ce que pour permettre une inclusion financière et un changement de mindset massif, rapide, est-ce qu'on doit faire évoluer le système actuel qui a été mis en place par le Covid-19 de distribution d'aide via SMS?
retrait pour l'instant actuellement à travers les guichets. On a un petit code à travers son téléphone, puis ensuite retrait donc au fameux guichet bancaire. Est-ce qu'on doit le faire évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour marquer une rupture? Moi, j'aime bien ce qu'a dit Driss sur le mindset. En fait, ce que Driss a dit en termes d'outils, quand il a parlé de la question du test and learn, de la méthode, du prototypage, en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Marc quand il a comparé certains pays, comme some countries do not have policies. C'est que certains pays n'ont pas de politique, parce que c'est dans l'ADN de cette question de chercher et de transformer. Et je pense que on a plusieurs batailles. On a d'abord une bataille je dirais, de mindset. Je vais faire une corrélation parce que Cédric a parlé de Banque Maghreb, du PBM, etc. Au Maroc encore, on pense, toujours le on indéfini, parce que j'aime bien l'utiliser dans ce contexte, on pense encore que développer l'entrepreneuriat et la création de projets se fait par la dette. Chose qui est, avec tous mes respects, une absurdité. Parce que la dette ne développe pas de l'innovation. La dette, elle permet de financer de la croissance. Personne ne va faire même le terme en français, c'est les fonds à perte. Alors imaginez la sémantique. En anglais, on appelle ça seed investment. Entre seed et fonds à perte, le jeu des mots est important. Parce que seed, c'est une graine que tu plantes pour grandir. Fonds à perte, c'est du fond que tu dis, à qui tu dis au revoir. Et donc, la corrélation est importante parce que, pour moi, c'est le rôle de tout le monde. Moi, je suis parmi les gens qui sont, depuis une décennie, advoqués des concepts de l'économie inclusive et de l'économie impact et d'entrepreneuriat social, parce que si on veut vraiment qu'on vive dans une société juste où il n'y a pas de disparité sociale dangereuse, où la sécurité règne, en fait, on doit pouvoir donner les services de base accessibles à tout le monde. C'est là où un petit peu ça bloque parce que vu que on prend un truc aussi stupide que la télémédecine, il faut savoir que on a eu la première réglementation de télémédecine au Maroc en 2018. Ouais. Et c'est pas à cause de l'État, pas du tout. C'est à cause de l'ordre des médecins qui a considéré que c'était en fait un manque à gagner ou une menace. Et c'est des petits exemples. Moi, j'avais accompagné une start-up en 2016 qui voulait faire la télémédecine. Ils avaient développé toute l'infra, etc., etc. Bah, le blocage qu'ils ont eu, c'est un blocage pratique. Et donc, je pense que pour nous, le moment est là de se dire, voici les top 10 des aberrations qu'il faudrait changer. Et surtout, mener une campagne de mobilisation nationale pour transformer. Et je vais finir avec ça. Si le Maroc a réussi à digitaliser, je dis digitaliser entre guillemets, l'enseignement du jour au lendemain, alors que le programme Génie avait commencé en 1999, donc il nous a fallu qu'une semaine pour tout faire, ça veut dire que quand on veut, on peut. Ouais. Magnifique programme Génie. Merci Anna de continuer à rester avec nous pour intervenir. Magnifique programme Génie qui a abouti à des PC qui étaient fermés dans des salles avec de la poussière accumulée. Mais c'est vrai que cette crise Covid, là, elle est propice au changement. On l'a remarqué, on a vu un État qui a réagi très vite. On espère que ça va perdurer. En tout cas, on voit qu'il y a une volonté. Khaled Ziani est avec nous. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du développement et des programmes chez M2M Group. Bon, moi, je vous appelle un petit peu monsieur expert télécom, monsieur expert monétique. C'est vrai que cette crise Covid-19, on l'a vu pour l'instant hein, avec nos intervenants, elle est propice à des innovations à travers le monde. Comment vous diriez aujourd'hui que le Maroc se positionne dans ce domaine-là? On a vu quelques efforts, on n'est pas allé jusqu'au bout. Comment aller plus vite? Alors d'abord, la crise a révélé beaucoup de choses. Elle a été un révélateur de toutes nos failles, de
de nos systèmes, du timing, de mise en œuvre des projets. Donc, elle a été un très grand révélateur. Cette crise qui a eu pour conséquence en fait l'impossibilité de se déplacer a même fait changer de paradigme les services de l'État. L'État au Maroc et les services publics en général sont des services passifs, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui va demander son service et il faut qu'il se déplace vers des offices. Cette crise, en interdisant les déplacements, a permis de ne recourir qu'à la voie digitale. Et donc, il a fallu que ces administrations inventent un moyen de délivrer leurs services d'une manière digitale. Et ça c'est un vrai changement de paradigme au Maroc où c'est l'administration et les ministères qui doivent aller vers le citoyen et non pas l'inverse. Donc, elle a été un très grand révélateur. On a supprimé, par exemple, l'obligation de légaliser et de faire des copies conformes. On a instauré et autorisé on a autorisé également les signatures électroniques. Et tout cela en un temps record, ce qui montre que les blocages étaient ailleurs, n'étaient pas comme l'a dit Seadnen, une incapacité. C'était plutôt une volonté et le fait qu'on ne sait travailler que dans l'urgence et on ne sait travailler qu'en mode pompier. Et donc, c'est ça un peu qu'il va falloir changer dans notre façon de travailler. Et la digitalisation, elle s'est traduite pendant toute la crise du Covid. Il s'est posé la question de la distribution des aides. Et oui, on en parlait justement. Hein. Alors, justement, il y a eu cette distribution des aides, Diani, effectivement, qu'on évoquait, où pour l'instant, on est encore resté sur du cash au final. Mais est-ce que vous pensez, vous, que si dans les prochaines semaines, cette aide se maintient, si on passe le cap d'aller vers finalement du 100% portable, numérique, là, on peut enclencher une révolution qui soit pérenne? Alors, d'abord, la crise a révélé une chose, c'est que même pas 50% de la population marocaine est bancarisée. Que l'essentiel des populations rurales n'ont pas de système bancaire. Donc, ça a été un vrai révélateur. Donc, il a fallu imaginer des solutions de distribution et la seule qui s'est imposée, c'est via le téléphone, puisque en fait, tout le système de mise à disposition a été bâti d'abord sur le recensement des populations RAMED, CNSS, RAMED étant non bancarisé, CNSS pour une partie, et l'informel totalement non bancarisé. Donc, il a fallu les identifier. Donc, et la seule façon de les identifier a été via leur mobile, avec des croisements de bases de données avec les opérateurs télécoms et ainsi de suite. Et ensuite, dans les systèmes, on a mis à contribution en fait tous les moyens de distribution. Non seulement les agences bancaires, les guichets automatiques de banque, il y en a 7600 à 8000 à peu près, les agences bancaires et les réseaux de cash. Et c'était à peine suffisant, puisqu'on en avait entre 17 000 et 19 000 au total. C'est limite. Et c'était à peine suffisant. À peine. Et cette opération a révélé une chose. Et ça, on doit en tirer les enseignements, c'est que l'État ne connaît pas ses citoyens. Le Know Your Customer au Maroc, c'est le premier projet à mettre en place. On parle maintenant de registre social unifié. Il aurait fallu le construire bien avant. Quand on a construit le RAMED, il ne suffisait pas de distribuer des cartes avec 5 informations dans la carte. Il fallait également les informations de contact, c'est-à-dire le mobile, pour pouvoir aller vers ces populations, les informer, leur envoyer des SMS,
communiquer avec eux. Donc ces moyens digitaux doivent devenir prépondérants dans les politiques dans les politiques publiques. On ne peut pas dire qu'on va s'adresser à la population alors qu'on n'a pas le moyen de s'adresser à elle. Et le téléphone, fort heureusement, il y a quand même une très grande partie de la population qui a le téléphone et qui le manipule bien. Donc on a la chance, au moins pour cela, que la couverture par le mobile est assez large, même si tout le monde n'a pas des smartphones, bien sûr, et même si la couverture Internet n'est pas complètement sur l'ensemble du territoire. Mais enfin, si en fait la crise a révélé que la meilleure façon d'adresser les populations, c'est la voie digitale via le mobile, c'est un révélateur. 2, l'Internet est indispensable, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse bénéficier d'une connexion Internet. Ça fait partie des droits fondamentaux de chaque individu, comme l'eau et l'électricité, exactement pareil. Et ils doivent être traités comme cela parce que durant la crise, on a constaté que le modèle de facturation des opérateurs télécoms était en prépayé. Ça veut dire qu'en fait, les plus pauvres et le modèle prépayé est le plus cher sur l'accès data. Les plus pauvres payaient le plus cher. Nous étions dans une contradiction totale. On voulait aider les plus pauvres et on n'a pas aidé les plus pauvres à cause de ce système de tarification prépayé qui faisait payer les data très cher. Même si les opérateurs télécoms… Oui, sur cette partie de data, je rejoins totalement ce qu'a dit Khalid. D'ailleurs, on est en train de militer dans le cadre du GP2M pour ce qu'on appelle de la white data, c'est-à-dire tout ce qui est data non comptabilisé sur le forfait des gens, notamment supposons que demain, on développe le paiement mobile et que la personne, pour payer 10 dirhams, doit charger 10 dirhams de data. Donc, à la limite, c'est pas bon. Donc, on milite. Donc, il y a un sujet qui va être posé sûrement au niveau de la NRT pour que, au moins, les applications mobiles de paiement soient, elles, sur de la white data. C'est-à-dire, même si je n'ai pas de forfait data, que je puisse au moins faire ma transaction de paiement. Là où je rejoins aussi, c'est un élément de concurrence entre les opérateurs télécoms. C'est un must. Pour moi, la white data est un must, hein, sincèrement. Deuxième sujet qu'a dit Khalid et que je partage totalement, c'est sur le know your customer. On parlait tout à l'heure de distribuer de l'argent. Donc, tous les efforts ont été faits. Et là où je salue vraiment, on a eu une mobilisation générale de tout l'écosystème bancaire et de tout l'écosystème de cash pour qu'on puisse même mettre des camions qui se déplaçaient dans les campagnes pour distribuer du cash aux gens. Ça a été fait de manière exemplaire et aujourd'hui, je pense qu'on a pu, moyennant cette opération, pouvoir qualifier au moins les données de contact de presque 4 ou 5 millions de citoyens. Là où, à la limite, le paiement mobile ou plutôt la distribution sur le mobile aurait pu être importante, parce que c'est-à-dire que c'est un peu le paradigme de l'œuf et de la poule. Pour qu'on puisse développer le paiement mobile, il faut développer, si Khalid le sait bien, développer le réseau d'acceptation. Et c'est là on va dire là où il y a un peu Voilà, on aurait pu. Parce que si on avait envoyé l'argent sur envoyé l'argent sur le mobile, les gens seraient partis sur le guichet pour le sortir. Donc autant l'envoyer directement sur le guichet. Donc nous sommes d'accord, mais on aurait pu. Le réseau de en fait, comme c'était des opérations répétitives, elles allaient se répéter pendant les 3 mois de la crise. Et il fallait combiner, à mon avis, l'opération de mise à disposition à 100% n'était pas la seule solution. Il aurait fallu combiner le wallet et l'opération de mise à disposition. Le wallet pour ceux qui avaient des mobiles et qui pouvaient avoir un compte wallet non bancaire sur leur téléphone. Dans ce cas-là, ils auraient été crédités immédiatement. Après, comment retirer leur argent? Il y avait des solutions. Et le cash out, il y avait des solutions d'opérateurs qui avaient la carte Mastercard associée au wallet. Et on n'a pas retenu ces solutions. On aurait dû les retenir et ça aurait été l'occasion d'équiper ces populations de solutions
non bancaires. Et Oui, malheureusement, c'est Khalid. Pour moi, le paiement mobile, il faut oublier la carte. Si on veut parler de paiement mobile, je ne veux pas rentrer dans un débat d'experts. Le paiement mobile doit être hors système de carte. Ça, c'est mon point de vue. Il faut que le paiement mobile, moi, je dois payer l'épicier du coin 1 dirham pour acheter une baguette de pain, je la paye de mon mobile. C'est pas aller au guichet automatique, payer par carte. Le paiement par carte, on sait très bien qu'il n'est pas fait pour les petits paiements et il n'est pas fait pour pouvoir démocratiser le paiement. Si je ne suis pas dans une logique un peu à la WeChat en Chine ou j'ai un QR code affiché chez l'épicier, je flash le QR code, j'envoie 5 dirhams, je paye l'épicier. Ça n'a pas de. Ouais. Donc, pour moi, le développement du réseau d'acceptation, tant que l'épicier du coin n'est pas prêt pour accepter, on arrive très difficilement à placer les TPE chez l'épicier du coin, vous savez très bien. On ne va pas venir lui dire maintenant, vous allez accepter le paiement mobile. Il y a un effort à faire, il y a des coûts, il y a de la marge. C'est un sujet qui est très, 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 Bien sûr. Alors, très. juste, on va donner la réponse de Khalid Ziani. Vous écoutez rapidement Khalid Ziani. Puis après, je voudrais qu'on se projette un peu plus loin dans l'avenir, justement. Est-ce que cette crise Covid, elle peut permettre des transformations ici au Maroc? Khalid Ziani, réponse à Driss Benouna? alors je ne partage pas tout à fait. En fait, le système au Maroc est un système hybride. Il est entre le système africain où c'est full mobile et le système européen qui est full carte. Hein. Mais malheureusement, il faut il faut être interopérable avec les deux systèmes et il faut aussi que l'existant marche. On ne va pas dire à tous les commerçants aujourd'hui vous avez un TPE, demain il va falloir le changer et mettre un terminal qui accepte le mobile. Donc pour cela, il faut avoir un système hybride qui tient compte de l'interopérabilité entre les banques et les établissements de paiement qui ont fait les wallets. La révélation de cette crise, c'est que nous avons besoin d'établissements de paiement qui font des solutions de paiement wallet, qui ont des coûts très compétitifs, qui ont des coûts de distribution, ce qu'on appelle les coûts de distribution dans la banque, qui sont beaucoup plus compétitifs et qui sont très innovants et très agiles. Nous avons besoin de cela parce que la combinaison de ces systèmes wallet avec le mobile et l'intelligence du mobile va permettre de rendre plus de services aux citoyens. C'est pas uniquement je paye et je retire. Ça va être d'autres services qui sont. Je vous donne des exemples concrets. Hein. Vous allez pouvoir passer le tramway, rentrer dans le tramway, le ticket de tramway. Vous allez pouvoir réserver les événements, le stade de foot, votre place et vous aurez votre place dans le mobile. Donc tous ces services-là vont arriver et nécessitent des opérateurs très agiles, extrêmement agiles. L'innovation va être extrême et on va évoluer vers ce monde digital qui, fort heureusement d'ailleurs, mettra des opérateurs à la fois bancaires, télécom et fintech. C'est-à-dire on aura les trois qui vont, ça va être une émulation dans le système et qui va être bénéfique pour le citoyen parce qu'on va avoir beaucoup de nouveaux services. Alors, je voudrais donner la parole à Anna Ladiwi et puis ensuite à vous deux, messieurs, encore une fois, Driss Benouna et Khalid Ziani. Pour conclure, Anna Ladiwi, c'est vrai qu'on a fait mention du système éducatif et digitalisé très rapidement. C'est une première évolution impactante. On parle dès la rentrée de e-learning pour les écoliers, peut-être un mix physique digital, ce qui va pouvoir corriger beaucoup de problématiques dans le système de l'éducation. Ça a un impact direct pour des millions d'enfants, pour des millions de citoyens de demain. Il y a eu ce registre social unifié qui va s'accélérer, force est de constater, avec cette crise Covid. Je rappelle, petite parenthèse, qu'on est aidé par des Indiens pour ce registre social unifié. Et Khalid Ziani faisait mention à une sorte de matricule que chaque citoyen aurait qui pourrait servir finalement à tous nos services administratifs du quotidien et pourquoi pas éventuellement à nos services privés à l'avenir. On a entendu il y a quelques jours, je crois 10 jours précisément, Moulay Hafid El Alami parler du plan digital post-Covid. Il a évoqué un montant, un objectif, attirer 10 milliards de dirhams d'investissement direct étranger, créer 120 000 emplois.
Je suis au courant que les fédérations professionnelles ont remis il y a quelques heures une copie au ministre pour pouvoir entamer cette transformation-là. Vous qui travaillez à la commission sur le modèle de développement, j'imagine que le digital, on en parle. Finalement, on est sur la bonne route? Déjà, ce que je dis ne concerne pas la commission. J'aime bien faire la distinction. C'est très important parce que les mots peuvent être pris, voilà, les mots peuvent être pris au contexte. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est important de clarifier ça. Deuxièmement, je ne peux pas commenter, sur les effets d'annonce parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup trop, et comme on dit en anglais, I don't see the end. Je ne vois pas On a l'éducation, on a la responsabilité, ce sont des bons éléments de base. Landry, je n'arrive pas à t'entendre. En fait, je vais poser la question autrement. Comment entamer cette révolution? Est-ce qu'on tient là debout pour commencer cette révolution? Autrement dit, l'éducation, le registre social unifié. Alors déjà, le RSU, ça a été annoncé que ça va être décalé à 2022 parce que les élections sont l'année prochaine. Le RSU, en fait, je pense que le fait d'avoir la carte d'identité nationale et une carte SIM, c'est suffisant pour avoir un système blockchain qui permettra d'identifier les gens. Mais après, il faut avoir les reins solides et le mindset solide pour pouvoir accepter ce type de choses. Il y a eu une première initiative qui était très bien, c'est le fait de partager le code source de la plateforme Wekaitna. C'est un très bon début de se dire que c'est possible. Et donc, comment le futur devrait se dessiner? Je pense qu'il faut vraiment apprendre des erreurs du passé, ne pas réinventer la roue, mettre les moyens qu'il faut. J'utilise le terme obligé, mais juste obligé dans le sens obligé de manière volontaire les entreprises, les acteurs à mettre la main dans la pâte, parce que on ne peut pas vivre. Pardon? Ce que nous disait Marc Zéli tout à l'heure. Exactement. On ne peut pas vivre dans un Maroc à 10 vitesses. On n'est plus dans le 2-3 vitesses. Est-ce que nous avons les moyens? Oui. Est-ce que nous pouvons faire de la vraie disruption? Moi, je suis pour les gens, quand ils parlent de relocalisation, surtout quand on parle d'entrepreneuriat impact, les gens pensent que relocaliser veut dire ne pas faire du commerce avec les autres. C'est fondamentalement faux parce que nous vivons dans un système qui est connecté. Par contre, il faut que les relations soient d'abord basées sur la réponse aux besoins essentiels, dans une relation pas juste gagnant-gagnant, mais dans une relation de compétition, non que de compétition. Et donc, pour faire ce vrai, je dirais, jump dans le mindset, une réflexion de fond, oui, c'est bien d'aller faire des formations en ligne, mais moi, j'aimerais bien que tous mes enfants, ils apprennent les compétences de vie dès leur première année de collège. On ne peut pas dire on va faire des formations en ligne et le gars va prendre le bac, il ne sait même pas faire une phrase correcte dans n'importe quelle langue. Et donc, on ne peut pas dissocier les deux. Mes collègues dans le panel ont beaucoup parlé soit du secteur bancaire ou de la finance de manière classique ou de l'infrastructure. Moi, je mets l'humain au centre parce que c'est l'humain qui doit gérer tout ça, qui doit bénéficier de tout ça et qui est au centre de tout ça. Alors, cet humain, c'est à la fois, c'est un client, c'est un bénéficiaire, c'est un partenaire, c'est un collaborateur, c'est un investisseur, donc c'est un humain multifacette. Et donc, pour accélérer qu'on soit digital literate, cette accélération digitale, on ne peut la faire si on ne fait pas de l'empowerment digital. C'est-à-dire que ne plus avoir ces questions des classifications sociales, et ces classifications sociales soient, je dirais, disruptées par rapport à l'accès à l'information, l'accès aux langues, l'accès aux ressources. Et je vais finir sur la fameuse idée d'une stratégie digitale. On ne peut pas faire une stratégie digitale avec un mindset bureaucratique. Et je vais prendre le terme de Sidris quand il a parlé de la méthode. Moi, je suis encore choqué au Maroc quand les gens se félicitent
qu'on a X nombre de Marocains qui ont passé les concours de grandes écoles françaises d'ingénieurs. Moi, je suis choqué par rapport à ça. Parce que la corrélation entre école d'ingénieurs et développement est nulle. Est nulle. Ce qu'il faut, il nous faut des jeunes qui créent de la valeur pour leur environnement, qui investissent dans leur potentiel et qui sont utiles pour l'environnement. Et je vais finir sur la question qu'on n'a pas parlé, sur la question du climate change, les changements climatiques, parce que nous sommes au cœur. Important. Digital ne veut pas dire que tu es environmental friendly. Pas du tout. Au contraire, envoyer des emails, c'est un coût carbone. Des serveurs, c'est un coût carbone. La transition, la fameuse transition énergétique, c'est un coût. Et donc, il faut qu'on soit conscient que cette transition digitale, cette transformation digitale, avec un grand D, soit une transformation durable, avec la remise en cause des différentes ressources et surtout le citoyen au centre, et de se dire comment vraiment créer ce mouvement où les gens peuvent accéder à leur formation sur leur téléphone, peuvent accéder à leur santé check-ups à leur téléphone, ils peuvent faire leurs opérations où ils veulent, ils peuvent se développer, ils peuvent contribuer et être autonomes. Si on n'arrive pas à faire ça, on sera dans un cercle vide. Merci encore. Driss Benouna, vous les connaissez les jeunes à CIH. Vous les connaissez cette jeunesse. Quel rôle CIH peut jouer pour la jeunesse? Quel rôle le CIH peut jouer peut-être pour le développement du digital? Vous avez joué déjà un grand rôle, mais est-ce que vous voyez peut-être pousser des ailes davantage, innover davantage pour accompagner cette jeunesse qui va entreprendre? Alors, il y a le micro qui n'est pas activé. Merci, j'avais oublié d'activer mon micro. Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais juste préciser une chose, c'est que ça fait plus de 10 ans que tout ce qu'on fait, on le fait avec des startups marocaines et on le fait totalement avec des équipes marocaines. Notre transformation digitale, on l'a fait avec une startup, ils étaient 2 il y a 10 ans, ils sont à peu près une trentaine ou une cinquantaine, entre 30 et 50 aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, et ils ont déjà plusieurs autres clients, plusieurs autres marchés. Et ça a été un peu notre choix en disant que on sait faire localement, il y a des compétences locales, il y a et ça, comme a dit Adnan, ça se limite pas au diplôme. Aujourd'hui, moi je connais des gens qui, d'ailleurs, un de mes gars me dit que quelqu'un, le code qu'il écrit, c'est comme une partition de musique, c'est tellement bien écrit. Et la personne n'est pas ingénieur, quasiment un self-made. Donc, je voulais dire, juste pour fermer cela, donc, et on a aujourd'hui pas mal on a beaucoup travaillé avec le Soft Center de l'ANRT sur de la co-innovation avec des startups marocaines. On a pas mal de projets aujourd'hui qui sont dans les tuyaux. Donc, quand on dit startup, c'est pas obligatoirement des jeunes qui se sont endettés, mais parfois ce sont des entreprises. Il suffit pas de donner le premier bon de commande, mais parfois c'est des entreprises qui existent, mais de pouvoir les aider à grandir. On avait un programme qui aujourd'hui arrive à sa fin. On n'a pas encore réfléchi au prochain programme, mais nous, on est sûr que on accompagnera les jeunes sur cette partie-là, notamment dans tout ce qui est premier bon de commande ou premier financement. Khalid Ziani, pour conclure, bon, c'est vrai que on voit de plus en plus d'innovation dans le monde bancaire. On a vu le paiement mobile arriver, c'est encore timide. On croise les doigts pour que dans les prochains mois, ça se développe davantage. Vous êtes des hommes optimistes. Est-ce que cette crise Covid-19 vous a rendu un peu plus optimiste? Ah oui, tout à fait. En fait, pendant la crise, il se trouve que les entreprises qui sont dans le digital ont connu une forte activité contracyclique, mais je suis très optimiste et je suis très optimiste sur le fait que le changement est enclenché. C'est-à-dire que les Marocains n'oublieront jamais cette crise et les effets qu'elle a eus sur eux et ce qu'elle a révélé et les enseignements qu'on peut en tirer. Et donc, je ne comprendrai pas qu'on puisse pas tirer les enseignements de
sur le fait de mieux connaître le citoyen, le Know Your Citizen, pas seulement le Know Your Customer. Know Your Citizen. Et il faut que tous les provinces, tout notre système étatique se tourne vers le citoyen, le Know Your Citizen. Et il faut que ce citoyen soit au cœur de la préoccupation, que les services soient délivrés à ce citoyen au maximum d'une manière dématérialisée, que ce citoyen n'ait pas à se déplacer et à mettre d'accord les administrations entre elles pour l'échange de documents, que ce citoyen... Et donc, les Marocains ont compris que c'était possible et qu'il n'y avait pas le choix et qu'ils vont être très, très exigeants. Ils ne vont pas comprendre que pendant le Covid, on a changé de paradigme. On a fait confiance aux citoyens pour déclarer son état. C'est sous forme d'une attestation sur l'honneur. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'informel, par exemple, inconnus totalement, sur aucun registre, se sont déclarés, je suis un peintre, je suis un artisan, et j'ai été impacté par la crise. Et ils ont reçu l'aide. Ça veut dire par défaut, on vous fait confiance. Par défaut. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Donc, dorénavant, en fait, par défaut, les gens sont honnêtes. Et l'exception, c'est les gens malhonnêtes. Et nous n'allons pas compliquer le système pour aller servir, pour contrecarrer les malhonnêtes et complètement rendre impossible la vie des 80% ou 90% de citoyens honnêtes. Donc, ce paradigme-là a changé pendant le Covid et c'est l'essentiel de ce qu'on doit en tirer. Tous les nouveaux programmes doivent tenir compte par défaut que le citoyen est honnête, qui a la présomption d'innocence, que par défaut, la majorité des gens, et donc on peut les servir d'une manière digitale. Il faut faire confiance aux outils digitaux, la signature électronique, il faut faire disparaître tout ce qui est archaïque, qui date de 150 ans. Nous avons des registres actuellement qui ne sont toujours pas dématérialisés, sur lesquels il y a l'immobilier, il y a la famille, il y a quand vous demandez un extrait d'acte de naissance intégral, c'est à vous d'aller chercher tous les événements de votre vie et de les communiquer à l'administration de l'état civil pour qu'ils le mettent dans l'extrait d'acte de naissance intégral, alors qu'elle devrait l'avoir normalement. C'est son rôle. Et donc le digital doit servir à ça, aux citoyens, et ce citoyen doit être servi par toutes les administrations et elles doivent se coordonner entre elles. Voilà. C'était la cerise sur le gâteau. Khalid Ziani, qui est donc directeur du développement des programmes chez M2M Group. Merci beaucoup. Marc Dely, qui nous a fait le plaisir également de nous accompagner ce soir pour ce webinaire sur le business du digital. Marc Dely, vous êtes analyste de l'industrie digitale chez Bloomberg. Merci beaucoup. Driss Benouna également, directeur général adjoint en charge des services technologiques, de l'organisation et de la qualité chez CIH Bank. Anan Atiwi, qui nous fait le plaisir également d'être avec nous. Merci beaucoup. Cofondateur du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, de la plateforme également Woulouj dans la finance participative et membre de la commission sur le nouveau modèle de développement. On aura justement dans 6 mois des éléments de cette commission. Le délai a été prolongé parce qu'il y a eu cette crise et peut-être que beaucoup de leçons qui ont été tirées, qu'on a partagées ce soir avec vous dans ce webinaire sur le business du digital, eh bien, seront apprises. Stéphane Or a été très attentif à ce webinaire. C'était son premier webinaire en tant que participant et c'est un plaisir de vous avoir vu. On va longtemps vous avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années avec nous. Merci à vous tous. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridgecham. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci tout le monde. À très bientôt. Merci tout le monde. À très bientôt. À bientôt.